Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la CARSAT Aquitaine et qui va porter sur les formations en santé et sécurité au travail. Donc vous êtes sur la plateforme Webikeo, vous avez accès à un chat sur la partie droite de votre écran. Vous pourrez également télécharger le diaporama que nous allons vous présenter. Alors, nous nous excusons par avance, nous avons des petits problèmes avec le chat, donc nous aurons peut-être un délai de réponse à vos questions. Néanmoins, nous noterons vos questions pour tenter d'y répondre en fin de présentation. Lors de ce webinaire, nous allons aborder deux thématiques, à la fois le passeport prévention, qui va donc rassembler l'ensemble des formations en santé et sécurité au travail, mais également les formations habilitées du réseau prévention, donc les formations qui sont déployées sous l'habilitation de la CARSAT et de l'INRS. Nous faisons donc partie de la CARSAT. Je suis Cécile Clément-Faroud, ingénieure conseil et responsable du service formation, et je présenterai ce webinaire avec l'aide de Nicole Berthaumieux. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Nicole Berthaumieux. Je travaille au service prévention et je suis la chargée des habilitations. Certains d'entre vous me connaissent déjà puisque je suis chargée de la gestion des dossiers d'habilitation que vous formulez, également des contrôles sur pièce ou sur place, et je participe à l'animation du réseau des entités habilitées ou des formations que sont déployées par le service prévention. Alors, afin de mieux vous connaître, nous allons donc lancer un sondage qui permettra de savoir si vous êtes une entreprise, à quel secteur d'entreprise vous appartenez, ou si vous êtes un organisme de formation. Alors, nous sommes ensemble pour une durée d'à peu près 1 heure et quelques. Nous allons donc vous présenter... J'attends que le diaporama se rafraîchisse. Nous allons vous présenter donc 3 thématiques. Nous allons déjà nous resituer, représenter notre institution et le rôle que nous avons par rapport aux formations en santé et sécurité au travail. Nous vous présenterons ensuite ce que nous savons du passeport prévention en termes d'objectifs et de calendrier. Et enfin, nous vous parlerons des formations en santé et sécurité qui sont actuellement déployées sous l'habilitation de l'INRS et Assurance Maladie. J'aborde du coup le premier point. Donc, qui sommes-nous ? Alors, nous appartenons à l'assurance maladie risque professionnel. Vous voyez donc ce petit logo qui apparaît au niveau de votre écran. Assurance risque professionnel, il s'agit de la branche accident du travail et maladie professionnelle de la sécurité sociale. Nous avons plusieurs missions en lien avec les accidents et les maladies professionnelles. L'une de nos missions est celle de la réparation, c'est-à-dire de l'indemnisation des victimes des accidents et des maladies professionnelles. Cette mission se passe au sein des CPAM, donc lieu où on envoie du coup les déclarations des accidents de travail. Il s'agit d'un système assurantiel, et c'est donc lié à une cotisation. Cette cotisation accident du travail et maladie professionnelle est calculée au sein des CARSAT, donc ici au sein de la CARSAT Aquitaine par exemple. Et nous appartenons au service prévention. Nous cherchons à réduire les accidents et les maladies professionnelles des entreprises du régime général. Pour ce faire, nous avons plusieurs missions. Nous avons des missions de conseil et de contrôle, c'est-à-dire que nous contrôlons ce que nous conseillons. Pour ce faire, nous avons le droit d'accès dans toute entreprise du régime général et le droit de prescrire toute mesure justifiée de prévention. Nous avons également des missions d'incitation financière. Nous versons notamment des subventions vers les TPE. Ces subventions peuvent notamment financer des formations en santé et sécurité au travail. Et enfin, nous avons des missions d'information et de formation, comme aujourd'hui. En ce qui concerne la formation, nous avons notamment une mission qui est partagée avec l'INRS, qui est du coup d'animer et d'habiliter des organismes de formation en santé et sécurité. Ce sera du coup notamment l'objet de ce webinaire. Alors, c'est une mission que nous partageons avec l'INRS, donc l'INRS pour Institut national de recherche et de sécurité. L'INRS est donc un organisme de recherche sous convention avec la branche accident du travail. C'est l'INRS qui conçoit ces formations et qui pilote le dispositif d'habilitation. Je vais maintenant vous parler de notre deuxième thématique, qui est la thématique du passeport prévention. Alors, je m'excuse par avance parce qu'il existe encore un certain nombre d'incertitudes sur ce passeport prévention, à la fois en termes de calendrier et de modalités techniques. Je vais donc vous présenter les éléments que nous avons en notre possession et il sera donc lieu d'attendre 2024 pour un peu plus de détails.
je vais vous présenter les grands principes, les objectifs et le calendrier connu. En termes de grands principes, le passeport prévention a pour origine la loi santé-travail d'août 2021, applicable par le décret qui est sorti en 2022, fin 2022. Ce passeport prévention, il vise à répertorier toutes les attestations de formation, certificats et diplômes obtenus en santé-sécurité au travail, donc pour chaque salarié. Pour le salarié, l'objectif est donc de tracer les formations suivies et d'attester de l'acquisition des compétences. Côté employeur, ce passeport vise à accompagner ces derniers dans la gestion de leurs obligations. Ce passeport prévention, il est lié au compte formation, au CPF, qui est géré par la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC. Ce CPF stocke les droits individuels à la formation et permet également de choisir et de financer ces formations. Il est notamment en lien avec les organismes de formation. À partir de 2023, donc depuis ce printemps 2023, ce passeport, ce compte formation est associé à 2 outils, le passeport de compétences et le passeport de prévention. Le passeport de compétences vise à rassembler l'ensemble des certifications obtenues dans le monde du travail et le passeport de prévention fera donc un focus sur les diplômes, certificats obtenus en santé et sécurité au travail. Alors, en termes d'accès, il y a un accès général qui est plutôt un portail d'information qui est accessible depuis le lien web que vous voyez affiché à l'écran. Vous aurez accès en téléchargement au diaporama. Cela vous permettra de récupérer les différents liens. Et vous avez aussi un accès individuel, un accès par salarié, accessible depuis moncompteformation.gouv.fr. Vous avez un deuxième accès à prévention, moncompteformation.gouv.fr. Pour l'instant, il s'agit d'outils en version bêta, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble des fonctionnalités, on a essentiellement accès à des informations liées au passeport prévention. Pour activer votre passeport prévention, il faut vous connecter sur Mon compte formation et activer votre profil avec France Connect Plus. Donc, France Connect Plus, c'est un outil de l'État qui permet de vérifier l'identité de la personne. C'est notamment en lien avec un outil de la Poste, l'identité numérique. Pour l'activer, vous recevrez un courrier recommandé, soit papier avec un code, ou bien un courrier numérique, et vous aurez un système d'identification faciale pour vous permettre d'accéder au code nécessaire. En termes de planning, le passeport prévention a une ouverture progressive. Donc, j'insiste bien sur ce terme d'ouverture progressive. Nous avons, donc, durant ce printemps 2023, une ouverture du portail en version bêta, mais uniquement pour les salariés. C'est à partir de 2024 que s'affichera progressivement les diplômes, les certifications et les habilitations obtenues en santé et sécurité au travail. Côté entreprises et organismes de formation, c'est aussi à compter de 2024 que le portail s'ouvrira. Donc, pour les entreprises, vous n'avez pour l'instant aucune démarche à réaliser. Je vous ai parlé du coup de salariés, d'employeurs et d'organismes de formation. On a bien du coup 3 acteurs différents, donc 3 accès au passeport prévention qui seront donc activés. Il y aura du coup l'accès individuel pour les travailleurs et les demandeurs d'emploi, l'accès pour les employeurs qui auront donc une visu sur le passeport de leurs salariés si ces derniers leur autorisent, et il y aura un accès organisme de formation pour que ces derniers puissent renseigner les données liées à leurs stagiaires. Allons maintenant du côté des salariés ou des demandeurs d'emploi. Donc, après l'activation via Mon compte formation, les salariés auront donc une visibilité sur les formations en santé et sécurité au travail suivies. Les salariés auront également la possibilité d'ajouter des formations qu'ils ont réalisées avant 2023. Alors, je ne connais pas pour l'instant les modalités de rajout de ces formations et je ne sais pas non plus l'antériorité à partir duquel on peut rajouter ces formations. Chaque salarié aura le choix de partager ou non l'accès à ses employeurs. Le salarié recevra également une notification lorsque le passeport est alimenté par l'employeur ou par les organismes de formation. Et enfin, sur son passeport, le salarié pourra éditer une attestation qui rassemblera l'ensemble de ses compétences en santé et sécurité au travail et qui permettra du coup d'apporter la preuve de ses compétences, par exemple lors de la recherche d'emploi. Alors, côté maintenant employeur. Employeur, comme je vous ai dit, c'est à partir de 2024.
Les employeurs auront donc la visibilité sur les formations suivies par les salariés, que ce soit pendant le temps où ces salariés sont embauchés chez eux, mais également de manière antérieure, sous réserve que les salariés autorisent l'employeur à avoir accès à son passeport. Les employeurs pourront alimenter le passeport pour les formations qui sont organisées en interne. Et enfin, les employeurs auront la possibilité d'accéder à des services de gestion, par exemple pour suivre la validité des certificats de leurs salariés. Du point de vue organisme de formation, pareil, ce sera une ouverture du portail en 2024. Là où nous avons encore un certain nombre d'incertitudes, c'est sur le transfert des données. Les organismes de formation, l'objectif, c'est donc de pouvoir donner les données individuelles liées aux formations suivies de leurs stagiaires. Là aussi, il faut que nous attendons les décrets et les arrêtés qui sortiront en 2024, qui devront définir à la fois qui réalise l'enregistrement de ces données et qui réalise les éventuelles corrections. Et enfin, qui devra déterminer les modalités techniques de ce transfert d'informations. Alors, quelles seront les formations qui seront intégrées dans ce passeport? Alors, dans un premier temps, on va parler de données préchargées. Il va s'agir des attestations, des formations, des titres professionnels qui sont issus des registres gérés par France Compétences. Alors, cette liste d'attestations et de formations, elle est accessible depuis le lien qui apparaît à l'écran sur Prévention Mon compte formation. Il y a à peu près donc 99 actuellement diplômes, formations ou titres qui sont référencés. Uniquement celles qui sont déjà référencées par France Compétences. Par exemple, ce qu'on y trouve dans cette liste, ce sont les différents CQP, donc certificats de qualification professionnelle, qui sont actuellement gérés par les branches professionnelles. Exemple, le CQP cordiste, monteur échafaudage ou opérateur de levage. On devrait y retrouver les CACES, les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité. On devrait également y trouver les titres professionnels, par exemple, technicien ascenseur ou opérateur de chantier de désamiantage. Et enfin, on peut y trouver les habilitations, comme les habilitations des opérateurs amiantes. De manière progressive, à compter de 2024, voire même au-delà, apparaîtront progressivement les autres certifications, habilitations et diplômes suivant la sortie des décrets et des arrêtés. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de cette présentation, qui sont les formations en santé et sécurité déployées via le réseau d'habilitation et NRS Assurance Maladie. Il s'agit des formations en santé et sécurité que nos agents, le service prévention recommande aux entreprises. Et je vais faire le lien également avec notre offre de service. Alors, ces formations, dont vous voyez le logo apparaître à l'écran, sont des formations dites démultipliées, c'est-à-dire qu'elles sont assurées, elles sont animées par les organismes de formation que nous habilitons. Donc, vous devez reconnaître sur cette slide le logo le plus connu, qui est le logo Sauveteur Secouriste du Travail. Mais nous avons également d'autres formations qui couvrent un large spectre. Alors, si nous recommandons ces formations, c'est aussi parce qu'elles sont pour nous gages de qualité. Pour être habilité, il faut que les formations soient animées par des formateurs certifiés INRS. Et il faut également que l'organisme de formation soit habilité, que la structure nous produise un dossier qui aboutisse à l'habilitation. C'est bien le réseau des CARSAT et de l'INRS qui habilite, qui anime et qui contrôle ces organismes de formation. Ces formations sont conformes aux recommandations de la CNAM et elles sont construites avec les fédérations professionnelles. Ces formations sont également un moyen de répondre aux exigences du Code du travail. Et enfin, ces formations permettent l'éligibilité à certaines subventions proposées par les CARSAT, les subventions prévention, dont vous trouverez le lien dans les différentes slides. Pour accéder à ces organismes de formation, vous les trouverez sur le site de l'INRS, donc sur le lien qui apparaît à votre écran. L'ensemble de ces paramètres, la double certification, la conformité aux recommandations et la construction avec les fédérations professionnelles, sont pour nous du coup un gage de qualité dans le déploiement de ces formations. Je vais maintenant vous parcourir ces différents dispositifs de formation, en commençant par les dispositifs phares, qui sont les formations les plus animées sur notre territoire. Je vais commencer par la formation SST,
Sauveteur secouriste du travail, dont vous voyez le logo à l'écran. Alors, sauveteur secouriste du travail, c'est une formation en 2 jours, dont le certificat est valable 2 ans. Cette formation a un double objectif. Le premier des objectifs, c'est que le stagiaire doit être capable de porter les premiers secours à toute victime d'un accident de travail. Mais il y a également une deuxième compétence qui est celle d'être acteur de la prévention dans son entreprise. Le stagiaire doit être en mesure de repérer les situations dangereuses dans son entreprise et d'alerter suivant l'organisation mise en place. Il doit participer aux actions de prévention. Alors, cette double compétence, elle a été évaluée lors d'une étude de l'INRS en 2019. Cette étude a donc interviewé les stagiaires qui avaient suivi la formation SST. Les résultats de cette étude montrent que près de 50% des salariés SST ont déjà porté secours dans leur entreprise. Et intéressant également, plus de 40% avaient déjà fait des propositions en matière de prévention concernant leur situation de travail. Et 40% d'entre eux avaient également été sollicités par l'entreprise pour identifier ces mêmes situations dangereuses. Nous recevons souvent la question, est-ce que la formation sauveteur du secouriste du travail est obligatoire? Alors, il faut savoir que le Code du travail prévoit, à minima, la présence d'un secouriste dans chaque atelier avec travaux dangereux et dans certains chantiers du BTP. Néanmoins, le Code du travail prévoit pour toute entreprise que l'employeur doit organiser les secours dans son entreprise. Le fait d'avoir des sauveteurs secouristes du travail est un des moyens de répondre à l'obligation d'organisation des secours, entre autres évidemment. Notre deuxième dispositif phare est la formation PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Les formations PRAP s'adressent aux salariés qui ont dans leur travail une part importante d'activité physique, de type manutention manuelle, port de charge ou travaux répétitifs. Il y a 2 formations, la formation PRAP IBC et la formation PRAP 2S. C'est des formations qui durent 2 à 4 jours, dont le certificat est valable 2 ans. Il y a plusieurs objectifs à cette formation. La première est de se situer en tant qu'acteur de la prévention, de connaître les risques. Une compétence importante qui est aussi déployée, qui ferait vraiment la différence par rapport aux autres formations, c'est que les acteurs PRAP sont capables d'observer leur situation de travail et de proposer des améliorations. Enfin, on leur apprend également à faire remonter l'information et à se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d'économie d'effort. Alors, à ce titre-là, au vu de ces compétences, nous rappelons que les NRS et les CARSAT ne préconisent plus les formations gestes et postures, notamment parce que les formations gestes et postures ne permettent pas de répondre aux principes généraux de prévention cités dans le Code du travail. C'est bien les formations PRAP, parce qu'elles visent à d'abord analyser cette situation de travail pour l'adapter, qui permettent de répondre à ces principes généraux de prévention cités dans le Code du travail. Je vais maintenant vous parler des dispositifs sectoriels, c'est-à-dire des dispositifs qui ont été construits pour certains secteurs d'activité. L'un des dispositifs sectoriels sont les dispositifs qui concernent le secteur de l'aide et le soin à la personne. Nous avons donc 2 parcours différents. Un parcours à gauche pour les établissements de type EHPAD, SSR ou clinique, et le parcours que vous voyez à droite qui est pour l'aide et soins à domicile. Ce parcours, animé par des organismes de formation, vise d'abord à former le dirigeant, qui doit donc piloter et organiser la démarche. S'ensuit la formation de l'animateur prévention, APSMS côté établissement et APASD côté aide et soins à domicile. Et enfin, les salariés sont formés acteurs PRAP 2S en établissement ou acteurs prévention secours dans l'aide et soins à domicile. Acteur prévention secours est une formation qui va mixer les compétences entre secourisme et PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Ces formations sont conformes aux recommandations de la CNAM R471. Elles sont également éligibles aux subventions prévention des CARSAT qui s'appellent aide médico-sociale à domicile et aide médico-sociale en établissement. Nous pouvons financer, pour les TPE, moins de 50 salariés, 70% de ces formations et des prestations d'accompagnement réalisées par les organismes de formation habilités. Nous avons aussi un dispositif sectoriel pour le secteur du transport. De la même manière, il s'agit d'un parcours de formation où les organismes de formation forment d'abord le dirigeant, puis l'animateur prévention, APTR,
puis enfin les acteurs de l'entreprise, APS-TRM pour transport routier de marchandises, APS-TRV pour transport routier de voyageurs. Ces formations peuvent également être subventionnées par la subvention des CARSAT qui s'appelle TMS Diagnostic et Formation. Nous pouvons subventionner jusqu'à 70% du coût de la formation. Nous avons ensuite des dispositifs propres au secteur du BTP. Je vais commencer par les formations échafaudage de pied et échafaudage roulant. Dans ce dispositif, il y a 8 formations. 8 formations qui sont en fonction des compétences des opérateurs. Soit nous avons uniquement des utilisateurs de l'échafaudage, soit des monteurs de l'échafaudage, soit des vérificateurs ou des personnes réalisant la maintenance. Les organismes de formation qui déploient ces formations disposent de plateformes pédagogiques qui permettent une mise en pratique lors des formations. Nous avons donc vérifié que ces organismes ont des locaux adaptés, des matériels aux normes INEF, dont des échafaudages NDS à montage, démontage en sécurité. Ces formations échafaudage sont conformes, excusez-moi, il y a un petit loupé de slide. Ces formations sont conformes aux recommandations de la CNAM, donc la R408 et la R457, et elles permettent également l'éligibilité aux subventions qui s'appellent Top BTP. Nous finançons jusqu'à 50% des échafaudages si l'entreprise a envoyé ses salariés se faire former au montage dans des organismes de formation habilités. Nous avons également des formations CATEC pour certificat d'aptitude au travail en espace confiné. Ces formations s'adressent aux salariés du secteur de l'eau et de l'assainissement, donc privé ou collectivité. Il y a 2 formations, 2 parcours, un pour l'intervenant qui descend au fond et un pour le surveillant qui est donc en surface. Là aussi, les organismes de formation qui déploient cette formation ont une plateforme pédagogique pour une mise en pratique avec une descente d'ouvrage. Ces formations sont conformes aux recommandations R447 et aux brochures de l'INRS. Les salariés apprennent à repérer les risques de ce métier, à appliquer les procédures d'accès et de secours et également à savoir se servir des équipements de sécurité, comme le capteur ou les différentes modalités de communication. Et on apprend évidemment également à surveiller l'intervention des collègues qui interviennent. Il y a aussi dans le réseau des CARSAT INRS les formations amiantes. Alors là, on va distinguer 2 types de formations. Il y aura les formations amiantes dites sous section 3 pour les entreprises de désamiantage. Là, les organismes de formation sont certifiés par 3 organismes, ICERT ou Cerdipat ou Global. Vous aurez les liens directement dans cette slide. Ou bien les formations dites amiantes sous section 4 qui vont concerner toutes les entreprises qui peuvent travailler en conditions amiantes, comme les plombiers, les chauffagistes, les électriciens ou les couvreurs. Les organismes de formation habilités sous section 4, vous retrouverez la liste sur le site de l'INRS. Pour les formations sous section 4, ces dernières permettent l'ouverture aux subventions qui s'appellent amiantes. Nous finançons les aspirateurs, les installations de décontamination ou les masques respiratoires des entreprises qui ont envoyé des salariés en formation sous section 4. Là aussi, les organismes de formation disposent de plateformes pédagogiques pour une mise en pratique avec les différents équipements de protection collectifs ou individuels pour les 3 niveaux d'empoussièrement. Des installations de décontamination, des installations permettant le confinement et l'aérolique du chantier. Il y a plusieurs parcours de formation, le parcours encadrant technique, encadrant de chantier et opérateur de chantier. Alors, seront intégrés en primeur dans le passeport prévention les CACES, certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Alors, quand on parle de CACES, on ne parle pas de la formation elle-même. Le CACES, c'est le test, c'est l'évaluation qui intervient à la fin de la formation à la conduite en sécurité. Ces CACES correspondent à différentes recommandations de la CNAM. Vous avez un numéro pour une certaine typologie d'engins, dont vous voyez la photo sur le diaporama. Pour rechercher les organismes qui peuvent délivrer le CACES, donc qui peuvent réaliser les tests et évaluer les compétences, on va parler d'OTC, d'organismes testeurs CACES, dont vous trouverez la liste sur le site de l'INRS. À la suite de CACES, c'est l'employeur également qui doit rédiger une autorisation de conduite qui sera fonction de la situation de travail et du poste occupé par le salarié.
Je vais maintenant vous présenter des formations qui appartiennent à des dispositifs qui vont traiter de prévention par risque ou des dispositifs plus génériques. L'une des formations que nous proposons via le dispositif d'habilitation sont les formations EVRP. EVRP pour évaluation des risques professionnels. Il s'agit de formations de 2 jours dans lesquelles le stagiaire apprend à évaluer les risques, à faire une évaluation a priori qu'il peut formaliser dans le document unique. Il apprend notamment la démarche qui y est. Nous avons également des formations SDC pour salariés désignés compétents. À ce titre-là, je rappelle que depuis 2012, tout employeur doit désigner au moins un salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Passer par les formations habilitées est donc un moyen de répondre à cette obligation. Nous avons également des formations liées à des risques spécifiques, comme le risque TMS pour troubles musculo-squelettiques. Il y a des formations habilitées qui permettent de devenir personne ressource du projet de prévention des TMS. Lors de ces formations, on apprend notamment à animer la démarche et à réaliser une analyse de la situation de travail. Ces formations sont subventionnables par les CARSAT via la subvention TMS Diagnostic et Formation, où nous finançons à hauteur de 70% de la formation. Nous avons également des formations pour la prévention des RPS, risques psychosociaux, un module de 2 jours sur l'initiation à la prévention des risques psychosociaux. Alors là, je vous ai présenté les formations déployées par notre réseau via le système d'habilitation. Il en existe évidemment d'autres, comme l'AIPR, autorisation à intervenir à proximité des réseaux, ou l'habilitation électrique, ou toutes les formations via l'utilisation des équipements de travail. Alors se pose souvent la question, mais comment définir les formations de nos salariés selon notre profession? Alors nous renvoyons sur la brochure INRS 6298 qui va recenser toutes les formations citées par le Code du travail, toutes les formations demandées par les accords de branche ou les conventions collectives, ou toutes les formations demandées dans les recommandations de la CNAM. Ça vous donnera du coup une idée de toutes les formations obligatoires ou recommandées. Cette brochure est construite par risque. C'est donc suivant la situation de travail des salariés, suivant les risques auxquels sont exposés les salariés, qu'il convient de définir la formation adéquate. On en revient sur la démarche du document unique qui doit évaluer par unité de travail les risques auxquels sont exposés les salariés. En termes de financement, donc je vous ai parlé de nos subventions. Nos subventions donc, ne vont porter que sur les formations évidemment déployées en majeure partie via notre dispositif. Elles vont concerner les TPE. Néanmoins, vous avez la possibilité d'être accompagné et financé par les OPCO. Donc, les OPCO sont les opérateurs de compétences associés aux différentes branches professionnelles. Il en existe 11, dont vous voyez les logos s'afficher à l'écran. Les OPCO ont plusieurs missions. Elles accompagnent les entreprises dans la définition de leurs besoins, donc dans leur plan de formation, et elles peuvent également financer les projets de formation. Ce financement est fonction de chaque OPCO, suivant les priorités de l'OPCO, suivant évidemment leur budget, qui sera défini par branche professionnelle. Pour être éligible au financement des OPCO, il faut que les organismes de formation soient certifiés Calliope. C'est donc un autre dispositif qui permet, une fois qu'on est certifié Calliope, de pouvoir toucher des fonds publics ou des fonds mutualisés. Voilà pour ce webinaire dans lequel nous allons parler de 2 sujets, mais qui se rassemblent, qui sont le passeport prévention et les formations en santé et sécurité, habilitées par le réseau et recommandées par nos services. Donc, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vais pouvoir, du coup, s'il y a lieu, répondre à certaines questions. Oui, alors il y a eu quelques questions sur le chat et je vous invite à en poser encore quelques-unes si vous le souhaitez, puisqu'on aura le temps d'y répondre. Alors, 2 questions sur les subventions. La première est d'Adeline B à 14h22 qui souhaiterait savoir s'il existe des financements pour les entreprises de plus de 100 salariés. Alors, pour les entreprises de plus de 100 salariés, nous avons un système qui s'appelle les contrats de prévention. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un dispositif fortement étendu. Il s'agit d'un contrat qui est réalisé entre notre service et les entreprises suivies,
qui permet de financer différentes choses qui sont liées à un plan d'action. Il peut s'agir de formation, mais également d'investissement matériel ou organisationnel. Sinon, nous renvoyons aux OPCO qui peuvent justement, suivant le plan de formation, financer des formations. Alors, autre question de Natacha B à 14h24. Nous sommes dans la logistique, une entreprise de transport routier. Pouvons-nous prétendre aux subventions? Alors oui, il faut pour ceci déjà aller sur notre site, donc le site de la CARSAT Aquitaine. Vous allez se faire bénéficier d'un accompagnement financier et vous verrez nos différentes subventions. Ces subventions, elles sont octroyées donc si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, mais par code risque. Donc chaque entreprise a un code risque et dans votre secteur, vous avez donc un code risque et vous verrez dans le cahier des charges de la subvention si votre code risque correspond à la subvention. Alors, on va poser une question qui revient un petit peu en arrière sur le dispositif SST. Comment faire lorsqu'aucun salarié n'est volontaire pour suivre la formation SST alors que nous sommes obligés d'en avoir? Oui, c'est une question délicate parce que l'obligation de secours est toujours valable pour l'employeur et pour les travaux dangereux et les ateliers, il y a l'obligation d'avoir des acteurs SST. À vrai dire, je n'ai pas de solution à cette question. Pour moi, être acteur SST fait partie de la profession, donc doit vraiment nécessiter d'aboutir à la formation. Je ne sais pas si Nicole, si tu as eu d'autres éléments de réponse. Non, honnêtement, il faut que, voilà, pour être SST, il faut quand même que ça parte d'une action volontaire de la personne, que la personne souhaite vraiment participer non seulement à la démarche de prévention des risques professionnels, mais avoir une appétence pour avoir envie d'aider ses collègues. Donc, c'est délicat de forcer un salarié. Je n'ai pas de solution. Oui, et pour autant, l'obligation demeure. Donc, c'est assez insoluble. Après, peut-être présenter le dispositif ou faire présenter le dispositif par un médecin du travail pour que le salarié soit vraiment au courant du programme et du contenu de la formation, parce que peut-être qu'il y a aussi une méconnaissance du dispositif. Alors, une autre question qui a un rapport avec le secourisme, la formation PSC1 est-elle habilitée et sera-t-elle sur le passeport prévention? Alors, PSC1, c'est une formation en secourisme, mais qui est pour le grand public. Ce n'est pas une formation professionnelle. On apprend effectivement le secourisme, mais pour la vie quotidienne, ce n'est pas une formation en milieu de travail. C'est bien la formation SST, qui est celle qui est recommandée en milieu de travail. La formation PSC1 ne fait pas partie du dispositif d'habilitation du réseau CARSAT-INRS. Nous vous recommandons du coup pour vos salariés de passer par la formation SST, pas la formation PSC1. Notamment parce qu'il y a aussi, tel que je vous l'ai présenté, cette double compétence, la compétence secourisme, mais également la compétence qui est de détecter, de repérer les situations dangereuses dans l'établissement. Alors, une question sur la formation sur les risques routiers, donc pour les aides à domicile. Est-ce que ce type de formation peut rentrer dans le dispositif? Alors, dans le passeport prévention, je suppose. Alors là aussi, nous n'avons pas forcément de réponse à ces questions parce que c'est en 2024 que les différents décrets et arrêtés vont permettre de faire rentrer progressivement les formations. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas jusqu'où ira ces différentes listes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui pourra rentrer totalement dans le passeport prévention ou pas. Il faut attendre que les négociations se fassent, que le législateur, via la sortie des arrêtés et des décrets, définisse l'ensemble de ces formations. Mais quoi qu'il en soit, il ne reste pas moins que si c'est un risque identifié dans votre entreprise, il y a lieu de former les salariés. Alors là, je vois une autre question concernant à quand le déploiement national du CCTH? Alors, CCTH pour les travaux en hauteur, je suppose, qui est donc la formation dans laquelle on apprend le port des EPI Stop Chute. Donc là, il n'y a pas d'habilitation nationale, c'est-à-dire il n'y a pas de dispositif de référence, de document de référence qui harmonise les compétences. Actuellement, les organismes de formation peuvent proposer ces formations, mais il n'existe pas de format national. Et a priori, ce n'est pas d'actualité dans le dispositif d'habilitation du réseau CARSAT-INRS. Néanmoins, le port, l'aptitude au port, les compétences de port du harnais Stop Chute
être un prérequis pour participer, par exemple, aux formations échafaudage. Alors, est-ce que l'obligation de secours SST peut-elle être portée par un TNS? Un TNS. Un TNS, moi, je ne vois pas ce que… Ah oui. Est-ce que vous pouvez écrire le mot en entier, sans abréviation? En attendant, on va passer à une autre question. Alors, vous avez indiqué que les organismes de formation seront appelés à remplir le passeport prévention, alors que les salariés pourront ne pas donner son accès. Ne va-t-on pas donner du travail en plus aux OF pour rien? Oui, alors le fait de donner l'accès à l'employeur, évidemment, on comprend bien que c'est aussi un accès aux données individuelles de chacun. Donc, évidemment, au regard du RGPD, il faut que le salarié accepte de partager ses données individuelles. Il n'y a pas le choix. Alors après, les organismes de formation auront, alors là aussi, la modalité de technique de transfert de données n'est pas encore définie. Nous ne savons pas qui doit transférer les données et sous quelle modalité. Donc là aussi, vous ne pouvez pas savoir d'avance si le salarié acceptera ou pas de partager ses données personnelles avec l'employeur. Alors, on a la réponse pour TNS, c'est travailleurs non salariés. Donc, est-ce que l'obligation de secours SST peut être portée par un travailleur non salarié? Oui, par exemple, le dirigeant de l'entreprise. Alors, je crois que dans le Code du travail, on parle de travailleurs, c'est-à-dire que pour un atelier, pour un chantier, il faut avoir des secouristes de travail qui appartiennent à l'entreprise, présents sur le site. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le contrat de travail, mais il y a toujours derrière le fond. Le fond, c'est que quelqu'un soit capable de porter secours dans ses ateliers et sur ses chantiers. Nous recommandons souvent d'ailleurs que 2 acteurs SST soient formés, parce que si c'est l'acteur SST qui a un accident de travail, il ne peut pas se sauver lui-même. On compte sur le 2e acteur SST pour le faire. Oui, c'était ça, c'était gérant qui l'a… D'accord. On a eu beaucoup de réponses. Merci. Alors, ça peut être peut-être une solution si vous n'avez pas encore de salariés volontaires, ça peut être une solution. Mais le principe, c'est que le gérant soit la personne qui travaille dans cet atelier ou sur ce chantier, parce que le fond qu'il y a derrière, c'est d'être en mesure de porter secours à l'accidenté du travail. Alors là, on a une question, je te la pose, Cécile. Concernant le portage de repas, ce service rentre-t-il dans l'aide à domicile ou le transport routier? Alors, ça va dépendra de votre code risque. Alors, il y a un code risque qui ressemble beaucoup au code APE, vous verrez dans les intitulés. Votre entreprise a un code risque, vous le retrouverez dans votre accès net entreprise, où vous verrez comment a été classée votre entreprise lorsque vous l'avez ouverte, lorsque vous avez déclaré son activité. Vous verrez si vous êtes classé du côté des transporteurs ou du côté des aides à domicile. Ça vous donnera l'éligibilité d'ailleurs à certaines subventions. Alors, Adeline B nous demande si le fait d'être une entreprise peut quand même permettre de solliciter un contrat de prévention. Oui. Vous êtes une entreprise du régime général, vous pouvez solliciter un contrat de prévention, mais voilà, c'est pas la même ampleur que les subventions de prévention. C'est vraiment un contrat de gré à gré entre nos services et une entreprise, donc ça n'a pas la même portée. Par contre, vous êtes tous éligibles à l'aide des OPCO. Là aussi, je rappelle, les OPCO sont des organismes de compétences qui sont déployés pour l'ensemble du territoire par branche professionnelle. Alors, Virginie, elle, nous dit qu'elle travaille en CIAS, service d'aide à la personne. Nous avons déjà le document unique qui répertorie tout ce qui doit être fait dans l'établissement en matière de prévention. Le passeport sera un outil en plus à utiliser? Alors, le passeport, ce sera quelque chose qui sera rattaché à chaque salarié. C'est un outil qui est propre au salarié qui vous permet d'avoir une visu sur les formations qu'il a suivies. En fait, il s'agit vraiment de 2 choses différentes. Le document unique, c'est valable pour toute l'entreprise. C'est un document qui formalise la démarche que vous avez eue, qui est de repérer les risques dans vos différentes unités de travail, dans lesquelles vous avez un plan d'action qui peut intégrer des formations et qui peut intégrer aussi toutes les autres actions de prévention. Le document unique, par contre, peut être un outil pour vous aider à déterminer les formations que doivent suivre les travailleurs. Mais en aucun cas, il ne se substitue au passeport prévention. Le passeport prévention, c'est un profil, c'est un compte affecté à chaque travailleur qui va le suivre tout au long de son parcours professionnel, au sein de votre entreprise, mais également dans les autres entreprises dans lesquelles il sera amené à travailler. Vous n'avez pour l'instant, en tant qu'employeur, rien à faire parce que vous n'avez pas encore accès à ce passeport prévention.
Oui, alors excuse-moi Cécile, je vais t'amener une précision pour la question de tout à l'heure. Alors, comme vous l'a dit Cécile, on a un petit problème avec la fenêtre de chat, donc c'est pour ça que les questions arrivent un petit peu en décalé. Tout à l'heure, c'était une entreprise adaptée. Est-ce qu'une entreprise adaptée peut quand même permettre de solliciter un contrat de prévention? Alors, ça dépend. Oui, d'accord. Alors, entreprise adaptée, ça dépend si vous cotisez, si les salariés cotisent au régime général. Et ça, j'en suis pas sûre. Ça va dépendre des différentes formes juridiques. Est-ce que vous cotisez ou pas au régime général? Vous devez le voir via vos cotisations URSSAF, par exemple. Alors, si vous allez sur Net Entreprise, vous avez un portail pour toutes les entreprises, Net Entreprise, dans lequel vous pouvez voir justement à la fois votre compte ATMP, donc vous voyez notamment votre taux de cotisation, et vous avez également un accès aux subventions prévention. Donc là, vous verrez tout de suite si vous êtes éligible aux subventions prévention, si vous cotisez au régime général, vous permettant d'y avoir accès. Alors, une question concernant si le salarié donne accès à son passeport, est-ce qu'il donnera accès à la totalité des formations du passeport ou uniquement aux formations qu'il choisira donc de dévoiler à son employeur? Alors ça, je ne sais pas encore, par contre. Ces différentes modalités techniques, vu qu'actuellement, il n'y a pas non plus, l'accès employeur n'est pas effectif, il n'est pas encore disponible. Donc, du coup, là aussi, le lien entre l'accès salarié et l'accès employeur n'est pas encore opérationnel. Donc là, nous n'avons pas non plus de détails techniques sur cette autorisation d'accès. On peut aussi se poser la question, est-ce que le salarié autorisera pour un employeur ou pour tous les employeurs? Un salarié peut avoir plusieurs employeurs à l'instant T, mais il peut avoir plusieurs employeurs échelonnés dans sa carrière. Nous ne savons pas non plus si cette autorisation d'accès sera valable pour l'ensemble des employeurs. Alors, une question très, très précise. Est-ce qu'il y a une obligation pour les entreprises de moins de 20 salariés pour avoir une personne habilitée à ouvrir l'armoire électrique? En cas d'urgence, quelqu'un qui puisse éteindre le compteur, par exemple. Alors, vous revenez sur l'habilitation électrique. Alors, je n'ai pas forcément réponse à tout ça. Sachez que l'habilitation électrique est fonction de la tâche réalisée, que vous avez plusieurs niveaux dans l'habilitation électrique. À partir du moment qu'on touche l'électricité, généralement, l'habilitation électrique devient une obligation. Alors, est-ce que tu as une date pour la date de mise en œuvre du passeport prévention? Alors, courant 2024. Alors, je m'excuse par ailleurs. Hein, voilà, il va vraiment y avoir un échelonnement progressif du passeport prévention. Actuellement, vous pouvez tester par vous-même l'ouverture de votre compte prévention. Vous allez sur Mon compte prévention. Vous ferez donc l'identification numérique. Vous verrez que vous aurez un portail qui, pour l'instant, sera justement un portail d'information. Vous ne verrez pas, par exemple, vos propres formations encore apparaître. C'est vraiment qu'en 2024, mais nous n'avons pas encore l'échelonnement de date, que s'ouvrira les différents accès et l'intégration progressive des formations. Est-ce que les associations employeuses ont les mêmes droits et obligations en prévention, santé et sécurité au travail? Oui, les associations ne dérogent pas au Code du travail. Alors, est-ce que c'est chaque salarié qui rentre les formations ou est-ce qu'il le fait en rapport avec la prévention et la sécurité ou est-ce que c'est le RH qui doit faire un suivi? Alors, les formations, ce n'est pas le salarié qui va les rentrer. Sauf celles qui sont antérieures à l'ouverture de son passeport, il peut les rentrer. Mais par contre, son passeport sera alimenté soit par les organismes de formation, organismes certificateurs, on ne sait pas encore, soit par son employeur si les formations sont réalisées en interne. C'est-à-dire qu'en tant que RH, vous ne rentrerez les formations que les formations qui sont dans vos mains. Un salarié qui va dans un organisme de formation, c'est bien l'organisme de formation ou son certificateur qui rentreront les données. Vous n'aurez pas à le faire. A priori, dans les derniers éléments que nous avons en notre possession. Alors, on peut peut-être prendre encore une question ou deux et puis clôturer notre webinaire. Sur ton dispositif préféré, échafaudage. Alors, je le lis parce que c'est compliqué. Est-il possible de classer par département les sites agréés échafaudage R408 et R457? À l'heure actuelle, seul le siège est répertorié. Or, ce n'est pas forcément le site certifié. Exemple, mon siège est dans le 64 et les sites certifiés sont dans le 33 et le 66. Donc, nos clients potentiels ont peu de chances de nous trouver. Alors, non, si vous allez sur la liste des organismes de formation sur le site de l'INRS,
où ça téléchargera donc un tableau où vous verrez l'organisme de formation et l'adresse de son siège, mais la dernière colonne rentrera toutes les plateformes qui sont reconnues dans le cadre du dispositif. C'est-à-dire un même organisme de formation peut avoir plusieurs plateformes partout en France ou dans un certain secteur d'activité. C'est donc cette dernière colonne où il y a bien l'adresse géographique de la plateforme dans laquelle se passe l'habilitation échafaudage. Alors, s'il y a une question qui va intéresser forcément l'ensemble des participants, est-ce qu'ils auront à disposition cet enregistrement et comment est-ce qu'ils pourront y accéder? L'enregistrement dans le passeport prévention? Non, l'enregistrement de ce webinaire. Ah oui, alors vous aurez ce webinaire enregistré par la plateforme Webikeo. Le replay sera accessible, après, il me semble, sous 24 heures. Vous recevrez un mail automatique à la plateforme qui vous informe que le replay est disponible. Voilà. Et nous le positionnerons, je pense, aussi sur notre chaîne YouTube avec le service communication, que je remercie pour cette organisation. On va peut-être du coup clôturer ce webinaire en vous remerciant du coup pour l'attention portée au sujet et pour vos nombreuses questions. Voilà, donc n'hésitez pas à parcourir notre site internet, le site de la CARSAT Aquitaine. Vous recevrez du coup, et à télécharger aussi, n'hésitez pas aussi à télécharger le diaporama dans lequel vous avez tous les différents liens, les liens vers les organismes de formation, les liens vers le passeport prévention et le lien également vers les subventions. Pour vous permettre du coup de retracer tout ce que l'on s'est dit cet après-midi. Voilà. Nous vous remercions et vous souhaitons du coup une bonne après-midi et un bon été. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.